Je m'appelle Francis Townsend, et j'ai 22 ans. Il y a 2 semaines, je me tenais sur une estrade de remise de diplôme, devant 3000 personnes, pendant que mes parents, ces mêmes personnes qui avaient refusé de payer mes études parce que je ne valais pas l'investissement, étaient assis au premier rang, le visage blême. Ils étaient venus voir ma sœur jumelle recevoir son diplôme. Ils n'avaient aucune idée que j'étais là. Et ils ne savaient certainement pas que c'est moi qui allais prononcer le discours d'ouverture. Mais cette histoire ne commence pas à la remise des diplômes. Elle commence 4 ans plus tôt, dans le salon de mes parents, quand mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette soirée d'été en 2021. Les lettres d'admission sont arrivées le même mardi après-midi, en avril. Victoria a été acceptée à l'université de Whitmore, une prestigieuse école privée coûtant 65 000 € par an. J'ai été accepté à Eastbrook State, une bonne université publique à 25 000 € par an. C'était cher, mais gérable. Ce soir-là, papa a convoqué une réunion de famille dans le salon. Nous devons discuter des finances, a-t-il dit, s'installant dans son fauteuil en cuir comme un PDG s'adressant à ses actionnaires. Maman était assise sur le canapé, les mains croisées. Victoria se tenait près de la fenêtre, rayonnant déjà d'impatience. J'étais assise en face de papa, serrant toujours ma lettre d'admission. Victoria, commença papa, nous couvrirons l'intégralité de tes frais de scolarité à Whitmore. Logement, nourriture, tout. Victoria a poussé un cri de joie. Maman a souri. Puis papa s'est tourné vers moi. Francis, nous avons décidé de ne pas financer tes études. Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. Pardon? Victoria a un potentiel de leader. Elle sait créer des réseaux. Elle fera un bon mariage, établira des relations. C'est un investissement qui a du sens. Il a fait une pause. Et ce qui a suivi a été comme un couteau glissant entre mes côtes. Tu es intelligente, Francis, mais tu n'es pas spéciale. Il n'y a pas de retour sur investissement avec toi. J'ai regardé maman. Elle évitait mon regard. J'ai regardé Victoria. Elle envoyait déjà un texto à quelqu'un, probablement pour partager la bonne nouvelle de Whitmore. Donc, je dois me débrouiller toute seule? Papa a haussé les épaules. Tu es pleine de ressources. Tu t'en sortiras. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'avais assez pleuré au fil des ans, pour les anniversaires manqués, les cadeaux de seconde main, le fait d'être coupé des photos de famille. Au lieu de cela, je suis restée assise dans ma chambre et j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Pour mes parents, je n'étais pas leur fille. J'étais un mauvais investissement. Mais ce que papa ne savait pas, ce que personne dans cette famille ne savait, c'est que sa décision allait changer le cours de toute ma vie. Et 4 ans plus tard, il en affronterait les conséquences, devant des milliers de personnes. Le fait est que ce n'était pas nouveau. Le favoritisme avait toujours été là, tissé dans la trame de notre famille comme un motif hideux que tout le monde prétendait ne pas voir. Quand nous avons eu 16 ans, Victoria a eu une Honda Civic neuve, avec un nœud rouge sur le toit. J'ai eu son vieil ordinateur portable, celui avec l'écran fissuré et une batterie qui tenait 40 minutes. Nous ne pouvons pas nous permettre 2 voitures, avait dit maman d'un air désolé. Mais il pouvait se permettre les voyages de ski de Victoria, sa robe de bal de créateur, son été à l'étranger en Espagne. Les vacances en famille étaient le pire. Victoria avait toujours sa propre chambre d'hôtel. Je dormais sur des canapés-lits dans les couloirs. Une fois, même dans un placard que le complexe hôtelier appelait un coin douillet. Sur chaque photo de famille, Victoria était au centre, rayonnante. J'étais toujours sur le bord, parfois partiellement coupé, comme une pensée après coup. Quand j'ai finalement interrogé maman à ce sujet, j'avais 17 ans, désespéré d'obtenir des réponses. Elle a juste soupiré. Ma chérie, tu imagines des choses. Nous vous aimons toutes les deux de la même façon. Mais les actes ne mentent pas. Quelques mois avant la décision concernant l'université, j'ai trouvé le téléphone de maman, déverrouillé, sur le comptoir de la cuisine. Une conversation par texto avec tante Linda était ouverte. Je n'aurais pas dû la lire, mais je l'ai fait. Pauvre Francis, avait écrit maman. Mais Harold a raison. Elle ne se démarque pas. Nous devons être pragmatiques.
J'ai reposé le téléphone et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai pris une décision dont je n'ai parlé à personne. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais me prouver quelque chose. J'ai ouvert mon ordinateur portable, celui qui était fissuré avec la batterie mourante, et j'ai tapé dans la barre de recherche « Bourse d'études complète pour étudiants indépendants ». Les résultats ont mis du temps à charger, mais ce que j'ai trouvé allait tout changer. J'ai fait les calculs à 2 heures du matin, assise par terre dans ma chambre avec un carnet et une calculatrice. Eastbrook State, 25 000 € par an. 4 ans, 100 000 €. Contribution des parents, 0 €. Mes économies des emplois d'été, 2 300 €. Le fossé était vertigineux. Si je ne pouvais pas le combler, j'avais 3 options: abandonner avant même de commencer, m'endetter à hauteur de 6 chiffres pour des décennies, ou suivre des cours à temps partiel, étalant un diplôme de 4 ans sur 7 ou 8 ans tout en travaillant à plein temps. Chaque chemin menait au même endroit, devenir exactement ce que mon père disait que j'étais. L'échec, le mauvais investissement, la jumelle qui n'avait pas réussi. Je pouvais déjà entendre les conversations familiales à Thanksgiving. Victoria s'en sort si bien à Whitmore. Francis? Oh, elle cherche encore sa voie. Mais il ne s'agissait pas seulement de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de me prouver que j'avais raison. J'ai parcouru les bases de données de bourse jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. La plupart exigeaient des recommandations, des dissertations, une preuve de besoin financier. Certaines étaient des arnaques. D'autres avaient des dates limites déjà passées. Puis j'ai trouvé quelque chose. Eastbrook avait un programme de bourse au mérite pour les étudiants de première génération et les étudiants indépendants. Une couverture complète des frais de scolarité, plus une allocation de subsistance. Le hic? Seuls 5 étudiants par an étaient sélectionnés. La compétition était féroce. J'ai sauvegardé le lien. Puis j'ai continué à chercher, et c'est là que j'ai vu pour la première fois le nom qui allait finalement changer ma vie, la bourse Whitfield. Une bourse complète, 10 000 € par an pour les frais de subsistance, attribuée à seulement 20 étudiants dans tout le pays. J'ai éclaté de rire. 20 étudiants dans tout le pays? Quelle chance avais-je? Mais je l'ai quand même mise en favori. J'avais 2 choix, accepter la vie que mes parents avaient conçue pour moi, ou concevoir la mienne. J'ai choisi la seconde option. Mais pour cela, j'avais besoin d'un plan, et il m'en fallait un immédiatement. J'ai rempli un carnet entier cet été-là. Chaque page était un calcul. Chaque marge était couverte de plans. Emploi numéro 1, barista au Morning Grain, un café du campus. Horaire, 5h à 8h. Revenu mensuel estimé, 800 €. Emploi numéro 2, équipe de nettoyage pour les résidences universitaires, uniquement le week-end. 400 € par mois. Emploi numéro 3, assistante d'enseignement pour le département d'économie. Si je pouvais l'obtenir, 300 € de plus. Total, 1500 € par mois, soit environ 18 000 € par an. Il manquait encore 7 000 € pour les frais de scolarité. Ce manque devrait provenir de bourses, des bourses au mérite. Le genre qu'on gagne, pas celui qu'on vous donne. J'ai trouvé le logement le moins cher à distance de marche du campus, une minuscule chambre dans une maison partagée avec 4 autres étudiants. 300 € par mois, charges comprises. Pas de parking, pas de climatisation, pas d'intimité. Il faudrait que ça fasse l'affaire. Mon emploi du temps s'est cristallisé en quelque chose de brutal, mais précis. 5 heures, travail au café. 9h à 17h, cours. 18h à 22h, études, travail ou tâches d'assistante. Sommeil, 23h à 4h. 4 à 5 heures par nuit, pendant 4 ans. La semaine avant mon départ pour l'université, Victoria a posté des photos de son voyage à Cancun avec des amis, plage au coucher du soleil, margarita, rire. Moi, je rangeais ma couette de friperie dans une valise d'occasion. Nos vies divergeaient déjà, et nous n'avions même pas encore commencé. Mais voici ce qui me faisait tenir. Chaque nuit avant de dormir, je me chuchotais la même chose, c'est le prix de la liberté. La liberté de leurs attentes. La liberté de leur jugement. La liberté de ne pas avoir besoin de leur approbation. Je ne savais pas à l'époque à quel point j'aurais raison. Et je ne savais pas que quelque part sur le campus d'Eastbrook, il y avait un professeur qui verrait en moi quelque chose que mes propres parents n'avaient jamais pu voir. Thanksgiving de première année.
J'étais assise seule dans ma petite chambre louée, le téléphone collé à l'oreille, écoutant les bruits de la maison. Des rires en arrière-plan, le tintement de la vaisselle, le chaos chaleureux d'une réunion de famille dont je ne faisais pas partie. Allô, Francis. La voix de maman était distante, distraite. Salut maman. Joyeux Thanksgiving. Oh, oui. Joyeux Thanksgiving, ma chérie. Comment vas-tu? Je vais bien. Est-ce que papa est là? Je peux lui parler? Une pause. Puis j'ai entendu sa voix en arrière-plan, étouffée mais claire. Dis-lui que je suis occupé. Les mots m'ont frappé comme des pierres. La voix de maman est revenue, artificiellement enjouée. Ton père est juste au milieu de quelque chose. Victoria racontait une histoire très drôle. Ce n'est pas grave, maman. Tu manges assez? As-tu besoin de quelque chose? J'ai regardé autour de ma chambre, les nouilles instantanées sur mon bureau, la couverture d'occasion, le manuel que j'avais emprunté à la bibliothèque parce que je ne pouvais pas me permettre de l'acheter. Non, maman. Je n'ai besoin de rien. D'accord. Eh bien, on t'aime. Je vous aime aussi. J'ai raccroché. Puis j'ai ouvert Facebook. La première chose dans mon fil d'actualité était une photo que Victoria venait de publier. Maman, papa et Victoria à la table à manger. Des bougies allumées. Une dinde brillante. La légende, reconnaissante pour ma famille formidable. Ma famille formidable. J'ai zoomé sur la photo. 3 couverts. 3 chaises, pas 4. Ils n'avaient même pas mis une place pour moi. Je suis restée assise là longtemps, à fixer cette image. Quelque chose a changé en moi cette nuit-là. La douleur que je portais depuis des années, le désir de leur approbation, de leur attention, de leur amour. Elle n'a pas disparu, mais elle s'est transformée. Elle s'est creusée. Et là où se trouvait la douleur, il n'y avait plus qu'un vide silencieux. Étrangement, ce vide m'a apporté quelque chose que la douleur ne m'avait jamais donné, la clarté. Deuxième semestre, première année. Microéconomie 101. La professeure Margaret Smith était une légende à Eastbrook. 30 ans d'enseignement, publié dans toutes les grandes revues. Une réputation terrifiante. Les étudiants murmuraient qu'elle n'avait pas donné de A depuis 5 ans. Je m'asseyais au 3e rang, prenais des notes méticuleuses et rendais ma première dissertation, m'attendant au mieux à un B. Le devoir m'est revenu avec 2 lettres en haut de la page, A+. Sous la note, il y avait une remarque à l'encre rouge, « Venez me voir après le cours ». Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Après le cours, je me suis approché de son bureau. La professeure Smith rangeait déjà son sac, ses cheveux argentés tirés en un chignon sévère, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Francis Townsend? Oui, madame. Asseyez-vous. Je me suis assise. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Cette dissertation est l'un des meilleurs travaux de premier cycle que j'ai lu en 20 ans. Où avez-vous étudié avant? Nulle part de spécial. Un lycée public. Rien de poussé. Et votre famille? Des universitaires? J'ai hésité. Ma famille ne soutient pas mes études, ni financièrement ni autrement. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les retenir. La professeure Smith a posé son stylo. Dites-moi plus. Alors je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai raconté toute l'histoire à quelqu'un, le favoritisme, le rejet, les 3 emplois, les 4 heures de sommeil, tout. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit quelque chose qui a changé ma trajectoire pour toujours. Avez-vous entendu parler de la bourse Whitfield? J'ai hoché lentement la tête. Je l'ai vu, mais c'est impossible. 20 étudiants dans tout le pays, a-t-elle dit. Bourse complète, allocation de subsistance, et les lauréats des écoles partenaires prononcent le discours de fin d'études. Elle s'est penchée en avant. Francis, vous avez du potentiel, un potentiel extraordinaire, mais le potentiel ne signifie rien si personne ne le voit. Laissez-moi vous aider à être vu. Les 2 années suivantes se sont écoulées dans un rythme incessant. Réveil à 4 heures, au café à 5 heures, en cours à 9 heures, à la bibliothèque jusqu'à minuit. Dormir, recommencer. J'ai manqué toutes les fêtes, tous les matchs de football, toutes les soirées pizza. Pendant que les autres étudiants se créaient des souvenirs, je me construisais une moyenne générale,
4.0, 6 semestres d'affilée. Il y a eu des moments où j'ai failli craquer. Une fois, je me suis évanoui pendant mon service au café. Épuisement, a dit le médecin. Déshydratation. J'étais de retour au travail le lendemain. Une autre fois, je me suis assise dans ma voiture, la voiture de Rebecca en fait, elle me l'avait prêtée pour un entretien d'embauche, et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Pas parce que quelque chose de précis s'était passé, juste parce que tout s'était accumulé, d'un coup, depuis des années. Mais j'ai continué. En 3e année, la professeure Smith m'a convoqué dans son bureau. Je vous propose pour la bourse Whitfield. Je l'ai dévisagée. Vous êtes sérieuse? 10 dissertations, 3 séries d'entretiens. Ce sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. Elle a fait une pause. Mais vous avez déjà survécu à pire. La candidature a consumé 3 mois de ma vie. Des dissertations sur la résilience, le leadership, la vision. Des entretiens téléphoniques avec des jurys de professeurs, des vérifications d'antécédents, des lettres de recommandation. Au milieu de tout cela, Victoria m'a envoyé un texto, pour la première fois depuis des mois. Maman dit que tu ne rentres plus pour Noël. C'est un peu triste, honnêtement. J'ai lu le message. Puis j'ai posé mon téléphone, face contre la table, et je suis retourné à ma dissertation. La vérité, c'est que je ne pouvais pas me payer un billet d'avion. Mais même si j'avais pu, je n'étais pas sûr de vouloir y aller. Ce Noël-là, je suis resté seul dans ma chambre louée avec une tasse de nouilles instantanées et un minuscule sapin de Noël en papier que Rebecca m'avait fait. Pas de famille, pas de cadeaux, pas de drame. C'était, d'une certaine manière, les fêtes les plus paisibles que j'ai jamais passées. L'email est arrivé à 6h47 un mardi de septembre, en dernière année. Objet, Fondation Whitfield, notification de la phase finale. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine faire défiler. Chère mademoiselle Townsend, félicitations. Sur 200 candidats, vous avez été sélectionné parmi les 50 finalistes pour la bourse Whitfield. La phase finale consistera en un entretien en personne à notre siège de New York. 50 finalistes, 20 lauréats. J'avais 40% de chance si tout était égal. Mais les choses n'étaient jamais égales. L'entretien était prévu un vendredi à New York, à 800 miles de là. J'ai vérifié mon compte en banque, 847 €. Un vol de dernière minute coûterait au minimum 400 €. Un hôtel engloutirait le reste. Et mon loyer était dû dans 2 semaines. J'allais fermer l'ordinateur portable quand Rebecca a frappé à ma porte. Frankie, on dirait que tu as vu un fantôme. Je lui ai montré l'email. Elle a crié. Littéralement crié. Tu y vas, a-t-elle dit. Fin de la discussion. Beck, je ne peux pas me le permettre. Billet de bus, 53 €. Départ jeudi soir, arrivée vendredi matin. Je te prête l'argent. Je ne peux pas te demander de. Tu ne demandes pas. Je te le dis. Elle m'a attrapé les épaules. Frankie, c'est ta chance. Tu n'en auras pas d'autre. Alors, j'ai pris le bus. 8 heures de nuit, arrivant à Manhattan à 5 heures du matin avec un torticolis et un blazer emprunté à la friperie. La salle d'attente pour l'entretien était pleine de candidats tirés à 4 épingles, des sacs de créateurs, des parents qui rôdaient, une confiance facile. J'ai baissé les yeux sur ma tenue d'occasion, mes chaussures éraflées. Je n'ai pas ma place ici, ai-je pensé. Puis je me suis souvenu des mots de la professeure Smith, vous n'avez pas besoin d'avoir votre place. Vous devez leur montrer que vous la méritez. 2 semaines après l'entretien, je marchais vers mon service du matin quand mon téléphone a vibré. Objet, bourse Whitfield, décision. Je me suis arrêté au milieu du trottoir. Un cycliste m'a contourné en jurant. Je ne l'ai pas entendu. J'ai ouvert l'email. Chère Madame Townsend, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionnée comme boursière Whitfield pour la promotion 2025. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e. Puis je me suis assise sur le bord du trottoir et j'ai pleuré, pas des larmes silencieuses. Des sanglots laids et convulsifs qui ont fait que les étrangers me dévisageaient. 3 ans d'épuisement, de solitude et de détermination acharnée se sont déversés de moi, là, sur le trottoir, devant le Morning Grain. J'étais une boursière Whitfield, frais de scolarité complets, 10 000 € par an pour les frais de subsistance, et le droit de m'inscrire dans n'importe quelle université partenaire de leur réseau.
Ce soir-là, la professeure Smith m'a appelé personnellement. Francis, je viens de recevoir la notification. Je suis si fier de vous. Merci pour tout. Il y a autre chose, a-t-elle dit. La bourse Whitfield vous permet de changer d'université partenaire pour votre dernière année. L'université de Whitmore est sur la liste. Whitmore. L'école de Victoria. Si vous changez, a poursuivi la professeure Smith, vous obtiendrez votre diplôme avec les plus hautes distinctions, et c'est le boursier Whitfield qui prononce le discours de fin d'études. Mon souffle s'est coupé. Francis, vous seriez major de promotion. Vous prendriez la parole à la remise des diplômes, devant tout le monde. J'ai pensé à mes parents, à eux, assis dans le public pour le grand jour de Victoria, complètement inconscients de ma présence. Je ne fais pas ça par vengeance, ai-je dit doucement. Je sais. Je le fais parce que Whitmore a le meilleur programme pour ma carrière. Je le sais aussi. Une pause. Mais s'il se trouve qu'il vous voit briller, ce n'est qu'un bonus. J'ai pris ma décision cette nuit-là, et je n'en ai parlé à personne de ma famille. 3 semaines après le début de mon dernier semestre à Whitmore, c'est arrivé. J'étais à la bibliothèque, au 3e étage, niché dans un box d'études avec mon manuel de droit constitutionnel, quand j'ai entendu une voix qui m'a glacé le sang. Mon Dieu, Francis? J'ai levé la tête. Victoria se tenait à 1 mètre de moi, un café glacé à moitié vide à la main, la bouche bée. Qu'est-ce que tu? Comment tu? Elle n'arrivait pas à former une phrase complète. J'ai fermé mon livre calmement. Salut, Victoria. Tu étudies ici? Depuis quand? Maman et papa n'ont rien dit. Maman et papa ne savent pas, elle a cligné des yeux. Comment ça, ils ne savent pas? Exactement ce que j'ai dit. Ils ne savent pas que je suis ici. Victoria a posé son café, me fixant toujours comme si j'étais apparu de nulle part. Mais comment? Ils ne paient pas pour. Je veux dire, comment as-tu? J'ai payé moi-même. Pour Whitmore? J'ai été transféré. Une bourse. Le mot est resté suspendu entre nous. L'expression de Victoria a changé. La confusion, l'incrédulité, et autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Je l'ai regardée. Ma sœur jumelle. Celle qui avait tout eu, tout ce qui m'avait été refusé. Celle qui n'avait jamais demandé, pas une seule fois en 4 ans, comment je survivais. As-tu jamais demandé? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai rassemblé mes livres. Je dois aller en cours. Francis, attends. Elle m'a attrapé le bras. Est-ce que tu nous détestes? La famille? J'ai regardé sa main sur ma manche, puis son visage. Non, ai-je dit doucement. On ne peut pas détester les gens dont on a cessé de se soucier. J'ai retiré mon bras et je suis parti. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé d'appels manqués. Maman, papa, encore Victoria. Je les ai tous mis en silencieux. Quoi qu'il arrive, cela se passerait selon mes termes, pas les leurs. Victoria les a appelés immédiatement. Je le sais parce qu'elle me l'a raconté plus tard, quand tout était fini. Elle est là, avait dit Victoria, à peine la porte de son appartement passée. Francis est à Whitmore. Elle est là depuis septembre. Selon Victoria, le silence à l'autre bout du fil a duré 10 bonnes secondes. Puis la voix de papa, c'est impossible. Elle n'a pas l'argent. Elle a dit une bourse. Quelle bourse? Elle n'a pas le profil pour une bourse. Papa, je l'ai vue à la bibliothèque. Elle est. Je m'en occupe. Papa m'a appelé le lendemain matin, la première fois qu'il composait mon numéro en 3 ans. Francis, nous devons parler. De quoi? Victoria dit que tu es à Whitmore. Tu as été transféré sans nous le dire. Je ne pensais pas que ça vous intéresserait. Une pause. Bien sûr que ça m'intéresse. Tu es ma fille. Le suis-je? Les mots sont sortis, plats. Pas amers. Juste factuel. Tu m'as dit que je ne valais pas l'investissement. Tu t'en souviens? Silence. Francis, C'était il y a 4 ans, dans le salon. Tu as dit que je n'étais pas spécial, qu'il n'y avait pas de retour sur investissement avec moi.
Je ne me souviens pas avoir dit. Moi si. Plus de silence. Alors, nous devrions en discuter en personne à la remise des diplômes. Nous venons pour la cérémonie de Victoria, et je. Je sais que vous venez. On se verra là-bas, papa. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon petit appartement, celui que j'avais payé moi-même avec l'argent que j'avais gagné, et j'ai pensé à cette conversation. Il ne s'en souvenait pas, ou il choisissait de ne pas s'en souvenir. Quoi qu'il en soit, il ne m'avait jamais vraiment vu. Pas vraiment. Mais dans 3 mois, il me verrait. Et quand ce moment viendrait, ce ne serait pas parce que je l'aurais forcé à regarder. Ce serait parce qu'il ne pourrait pas détourner le regard. Les semaines précédant la remise des diplômes sont devenues étrangement calmes. Je savais qu'il venait. Maman, papa, Victoria, toute l'unité familiale parfaite, descendant sur le campus pour célébrer la grande réussite de Victoria. Ils avaient réservé un hôtel, prévu un dîner, commandé des fleurs pour elle. Ils ne connaissaient toujours pas toute l'histoire. Victoria leur avait dit que j'étais à Whitmore, mais elle ne savait rien de la bourse Whitfield. Elle ne savait rien du titre de major de promotion. Elle ne savait pas qu'on m'avait demandé de prononcer le discours de fin d'études. La professeure Smith a appelé pour prendre de mes nouvelles. Elle avait fait le voyage pour assister à la cérémonie. Voulez-vous que j'informe votre famille du discours? Non, Francis. Je veux qu'ils l'entendent en même temps que tout le monde. Elle est restée silencieuse un moment. Il ne s'agit pas de les faire se sentir mal. Non, ai-je dit honnêtement. Il s'agit de dire ma vérité. S'il se trouve qu'ils sont dans le public, c'est leur affaire. Rebecca est venue en voiture pour la cérémonie. Elle m'a aidé à choisir une robe, le premier vêtement neuf que j'achetais en 2 ans qui ne venait pas d'une friperie. Bleu marine, simple, élégante. On dirait une PDG, a-t-elle dit. J'ai l'impression que je vais vomir. C'est probablement la même chose. La nuit avant la remise des diplômes, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause du stress, pas exactement. Je n'arrêtais pas de me demander, que ressentirais-je en les voyant? Est-ce que l'ancienne douleur reviendra en force? Voudrais-je qu'ils souffrent comme j'ai souffert? J'ai fixé le plafond jusqu'à 3 heures du matin, cherchant des réponses. Ce que j'ai trouvé m'a surprise. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Je voulais juste être libre. Et demain, d'une manière ou d'une autre, je le serai. Et, je veux faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, si vous savez ce que c'est que de travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance, tapez pareil dans les commentaires. Je veux savoir combien d'entre nous ont vécu ça. Et si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment. Maintenant, retournons au matin de la remise des diplômes. 17 mai. Un soleil éclatant, un ciel d'un bleu parfait, le genre de temps qui semblait presque ironique. Le stade de Whitmore pouvait accueillir 3000 personnes. À 9 heures du matin, il était presque plein. Les familles affluaient par les portes, des fleurs et des ballons partout, le bourdonnement des conversations excitées remplissant l'air. Je suis arrivé tôt, me faufilant par l'entrée du corps professoral. Ma toge était différente de celle des autres diplômés. Une toge noire standard, oui, mais sur mes épaules reposait l'écharpe dorée de major de promotion. Épinglé sur ma poitrine se trouvait le médaillon de boursière Whitfield, sa surface en bronze captant la lumière du matin. J'ai pris place dans la section VIP, à l'avant de la scène, réservée aux étudiants d'honneur et aux orateurs. À 6 mètres de là, dans la section générale des diplômés, Victoria prenait des selfies avec ses amis. Elle ne m'avait pas encore vu. Et au premier rang du public, en plein centre, les meilleures places, étaient assis mes parents. Papa portait son costume bleu marine, celui qu'il gardait pour les grandes occasions. Maman portait une robe couleur crème, un énorme bouquet de roses sur ses genoux. Entre eux se trouvait une chaise vide, probablement réservée au manteau et au sac à main. Pas pour moi. Jamais pour moi. Papa tripotait son appareil photo, ajustant les réglages, se préparant à capturer le moment de Victoria. Maman souriait, saluant quelqu'un de l'autre côté de l'allée. Ils avaient l'air si heureux, si fiers. Ils n'avaient aucune idée. Le président de l'université s'est approché du podium. La foule s'est tue. Mesdames et messieurs,
bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2025 de l'Université de Whitmore. Applaudissements. Acclamations. Je suis resté parfaitement immobile, les mains jointes sur mes genoux. Dans quelques minutes, ils appelleraient mon nom, et tout changerait. J'ai regardé une dernière fois mes parents, leurs visages pleins d'attente, leurs appareils photo prêts pour le moment de gloire de Victoria. Bientôt, ai-je pensé, bientôt vous me verrez enfin. La cérémonie s'est déroulée par vagues. Discours de bienvenue, remerciements, diplômes honorifiques, le faste habituel qui étire le temps comme de la tire. Puis le président de l'université est retourné au podium. Et maintenant, j'ai le grand honneur de vous présenter la majeure de promotion de cette année et boursière Whitfield. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Une étudiante qui a fait preuve d'une résilience, d'une excellence académique et d'une force de caractère extraordinaire. Dans le public, ma mère s'est penchée pour murmurer quelque chose à mon père. Il a hoché la tête, ajustant l'objectif de son appareil photo, pointé sur Victoria. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Francis Townsend. Pendant un instant suspendu, rien ne s'est passé. Puis je me suis levé. 3000 paires d'yeux se sont tournés vers moi. J'ai marché vers le podium, mes talons claquant sur le sol de la scène, l'écharpe dorée se balançant à chaque pas. Le médaillon Whitfield brillait sur ma poitrine. Et au premier rang, j'ai vu les visages de mes parents se transformer. La main de papa s'est figée sur son appareil photo. Le bouquet de maman a glissé sur le côté. D'abord la confusion. Qui est-ce? Puis la reconnaissance. Attends, est-ce que c'est? Puis le choc. Ce n'est pas possible. Puis plus rien qu'un silence pâle et frappé de stupeur. La tête de Victoria s'est tournée brusquement vers la scène. Sa mâchoire est tombée. Je l'ai vu articuler mon nom. Francis? J'ai atteint le podium et j'ai ajusté le microphone. 3000 personnes ont applaudi. Mes parents, non. Ils sont restés assis là, figés, comme si quelqu'un avait mis leur monde entier sur pause. Pour la première fois de ma vie, ils me regardaient. Vraiment. Pas Victoria. Pas à travers moi. Moi. J'ai laissé les applaudissements s'estomper. Puis je me suis penché vers le microphone. Bonjour à tous. Ma voix était stable, calme. Il y a 4 ans, on m'a dit que je ne valais pas l'investissement. Au premier rang, la main de ma mère s'est portée à sa bouche. L'appareil photo de papa pendait, inutile, à son côté. Et j'ai commencé à parler. On m'a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. Ma voix a porté à travers le stade, amplifiée par le système de sonorisation, stable comme un battement de cœur. On m'a dit d'attendre moins de moi-même, parce que les autres attendaient moins de moi. 3000 personnes étaient assises dans un silence parfait. Alors j'ai appris à attendre plus. J'ai parlé des 3 emplois, des 4 heures de sommeil, des dîners de nouilles instantanées et des manuels d'occasion. J'ai parlé de ce que cela signifiait de construire quelque chose à partir de rien. Non pas parce qu'on voulait prouver à quelqu'un qu'il avait tort, mais parce qu'on avait besoin de se prouver qu'on avait raison. Je n'ai pas cité de nom. Je n'ai pointé personne du doigt. Je n'en avais pas besoin. Le plus grand cadeau que j'ai reçu n'était pas un soutien financier ou des encouragements. C'était la chance de découvrir qui je suis sans la validation de personne. Au premier rang, ma mère pleurait. Pas les larmes fières et joyeuses d'une cérémonie de remise de diplôme. Quelque chose de plus brut. Quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Mon père était assis, immobile, fixant le podium comme s'il voyait une étrangère. Peut-être que c'était le cas. À tous ceux à qui on a déjà dit « tu n'es pas assez », j'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Vous l'êtes. Vous l'avez toujours été. J'ai regardé la mère de visage, les autres diplômés qui avaient lutté, les parents qui s'étaient sacrifiés, les amis qui avaient cru, et oui, ma propre famille, assise au premier rang comme des statues. Je ne suis pas ici parce que quelqu'un a cru en moi. Je suis ici parce que j'ai appris à croire en moi. Les applaudissements qui ont suivi ont été assourdissants. Les gens se sont levés. Une ovation debout. 3000 personnes acclamant une fille qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Je me suis reculé du podium, et en descendant de la scène, j'ai vu James Whitfield III qui attendait en bas. Mais il n'était pas le seul. La zone de réception bourdonnait de champagne et de félicitations. Je serrai la main du doyen quand je les ai vus approcher,
mes parents se frayant un chemin dans la foule comme s'ils marchaient dans l'eau. Papa m'a atteinte le premier. Francis, sa voix était rauque. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai accepté un verre d'eau pétillante d'un serveur qui passait, j'ai pris une gorgée. Avez-vous jamais demandé? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Maman est arrivée à côté de lui, le mascara coulant sur ses joues. Ma chérie, je suis tellement désolé. Nous ne savions pas, désolé? Vous saviez. J'ai gardé une voix égale. Vous avez choisi de ne pas voir. Ce n'est pas juste, a commencé papa. Juste? Le mot est sorti, calme, pas tranchant. Tu m'as dit que je ne valais pas la peine d'investir. Vous avez payé $250 000 pour les études de Victoria et vous m'avez dit de me débrouiller. C'est ce qui s'est passé. Maman a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Francis, s'il te plaît. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Et je le pensais. La colère s'était consumée il y a des années, remplacée par quelque chose de plus pur. Mais je ne suis pas la même personne qui a quitté votre maison il y a 4 ans. La mâchoire de papa s'est crispée. J'ai fait une erreur. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Tu as dit ce que tu croyais. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu avais raison sur une chose, cependant. Je ne valais pas l'investissement. Pas pour vous. Mais je valais chaque sacrifice que j'ai fait pour moi-même. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. James Whitfield III est apparu à mon coude, tendant la main. Mademoiselle Townsend, discours brillant. La fondation est fière de vous avoir. J'ai serré sa main pendant que mes parents regardaient. Le fondateur de l'une des bourses les plus prestigieuses du pays, traitant leur fille sans valeur comme un trésor. Je l'ai vu les frapper à ce moment-là, tout le poids de ce qu'ils avaient manqué, de ce qu'ils avaient jeté. Après que M. Whitfield se soit éloigné, je me suis retourné vers mes parents. Ils semblaient plus petits, diminués. Je ne vais pas prétendre que tout va bien, ai-je dit. Parce que ce n'est pas le cas. Francis, s'il te plaît, a murmuré maman. Pouvons-nous juste parler en famille? Nous sommes en train de parler. Je veux dire, vraiment parler. Rentre à la maison pour l'été. Laisse-nous. Non. Le mot était ferme, mais pas dur. J'ai un travail à New York. Je commence dans 2 semaines. Je ne rentrerai pas à la maison. Papa s'est avancé. Tu nous coupes les ponts, comme ça? Je pose des limites. J'ai gardé une voix stable. Il y a une différence. Qu'est-ce que tu veux de nous? Sa voix s'est brisée. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père avoir l'air perdu. Dis-moi ce que tu veux, et je le ferai. J'ai réfléchi à la question, vraiment. Je ne veux plus rien de vous. C'est tout l'intérêt. J'ai pris une inspiration. Mais si vous voulez parler, vraiment parler, vous pouvez m'appeler. Je répondrai peut-être. Peut-être pas. Ça dépendra si vous appelez pour vous excuser ou pour vous sentir mieux. Maman pleurait à nouveau. On t'aime, Francis. On t'a toujours aimé. Peut-être, ai-je dit. Mais l'amour, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des choix, et vous avez fait les vôtres. Victoria est apparue au bord de notre cercle, hésitante. Francis, a-t-elle balbutié. Félicitations. Merci. Pas de câlin, pas de réconciliation larmoyante, mais pas de cruauté non plus. Je t'appellerai un de ces jours, lui ai-je dit. Si tu veux. Elle a hoché la tête, les yeux humides. J'aimerais bien. Je me suis retourné et je suis parti. Pas en courant, pas en fuyant, juste en avançant. La professeure Smith attendait près de la sortie, un sourire tranquille sur son visage. Vous avez bien fait, a-t-elle dit. Je suis libre, ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais. Les répercussions ont commencé avant même que mes parents ne quittent le campus. À la réception, j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu la lente prise de conscience se répandre parmi la foule d'amis de la famille et de connaissances. Madame Patterson, du country club, s'est approchée de ma mère. Diane, je ne savais pas que Francis allait à Whitmore. Et une boursière Whitfield. Vous devez être si fiers. Le sourire de ma mère semblait douloureux. Oui, nous sommes très fiers. Comment diable avez-vous gardé ça secret? Si ma fille gagnait ça,
je l'afficherai sur des panneaux publicitaires. Ma mère n'avait pas de réponse. Au cours des semaines suivantes, les questions se sont multipliées. Les partenaires commerciaux de papa ont posé des questions sur moi. J'ai vu le discours de votre fille en ligne. Une histoire incroyable. Vous avez dû vraiment la pousser à exceller. Il ne pouvait pas leur dire la vérité, qu'il avait fait le contraire. Victoria m'a appelé 3 jours après la remise des diplômes. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa parle à peine. Il reste juste assis là. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? J'y ai réfléchi. Je ne veux pas qu'ils souffrent, mais je ne suis pas responsable de leurs sentiments. Silence au bout du fil. Francis, je suis désolé. J'aurais dû demander. J'aurais dû faire attention. J'étais juste. Tellement absorbé par mes propres affaires. Et je sais que tu savais que j'étais inconsciente. Je savais que tu n'avais aucune raison de le remarquer. J'ai fait une pause. Aucune de nous n'a choisi la façon dont ils nous ont élevés, mais nous pouvons choisir ce qui se passera ensuite. Plus de silence. Tu me détestes? Non. Et je le pensais. Je n'ai pas l'énergie de détester qui que ce soit. Je veux juste aller de l'avant. Est-ce que je peux? Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre un café un de ces jours? Repartir à zéro. J'ai pensé à ma sœur, à la fille qui avait tout eu et qui s'était pourtant retrouvée les mains vides, d'une manière différente. Ouais, ai-je dit. J'aimerais bien. 2 mois après la remise des diplômes, je me tenais dans mon nouvel appartement à Manhattan. C'était petit, un studio en fait une fenêtre donnant sur un mur de briques, une cuisine de la taille d'un placard. Mais c'était à moi. J'avais signé le bail avec l'argent de mon premier salaire chez Morrison & Associates, l'un des meilleurs cabinets de conseil financier de la ville. Poste de débutant, longues heures, courbe d'apprentissage abrupte. Je n'avais jamais été aussi heureuse. La professeure Smith a appelé un samedi matin. Comment la grande ville vous traite-t-elle? Épuisante, excitante, tout ce dont on m'avait prévenu. Elle a ri. Ça semble tout à fait ça. Je suis fier de vous, Francis. J'espère que vous le savez. Je le sais. Merci pour tout. Rebecca est venue me rendre visite le week-end suivant. Elle est entrée dans mon studio, a regardé autour d'elle et l'a déclaré exactement aussi petite et déprimant que prévu. Puis elle m'a serré si fort dans ses bras que je ne pouvais plus respirer. Tu l'as fait, Frankie. Tu l'as vraiment fait. Un soir, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres, manuscrite, 3 pages, l'écriture en boucle de ma mère. Cher Francis, je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne suis pas sûr que je le ferais si j'étais à ta place. Elle a écrit sur le regret, sur les 1000 petites façons dont elle m'avait manqué, sur le fait de me regarder sur cette scène et de réaliser qu'elle regardait une étrangère qui était aussi sa fille. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais je veux que tu le saches, je te vois maintenant. Je vois qui tu es devenu. Et je suis tellement désolé de ne pas t'avoir vu plus tôt. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Non pas parce que je la punissais, mais parce que j'avais besoin de temps pour savoir ce que je voulais dire, si tant est que je veuille dire quelque chose. Pour une fois, le choix m'appartenait. Ok, nous sommes presque à la fin, mais je dois vous demander, si vous étiez à ma place, pardonneriez-vous à vos parents? Commentez oui si vous leur pardonneriez, non aussi vous ne le feriez pas, ou peut-être si, comme moi, vous auriez besoin de temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous avons tellement d'autres histoires comme celle-ci à venir. Très bien, voici comment tout s'est terminé. J'avais l'habitude de penser que l'amour était quelque chose que l'on méritait. Que si j'étais assez intelligente, assez bonne, assez brillante, mes parents finiraient par me voir, que leur approbation était un prix à la fin d'une course invisible. 4 années de lutte m'ont appris quelque chose de différent. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer de la bonne manière. On ne peut pas mériter ce qui aurait dû être donné librement, et on ne peut pas passer sa vie à attendre que les gens remarquent votre valeur. À un moment donné, il faut la remarquer soi-même. Je regarde ma vie maintenant, mon appartement, mon travail, mes amis qui m'ont choisi et je réalise quelque chose. J'ai construit tout ça, chaque morceau. Non par colère, non par dépit, mais par nécessité. Le rejet de mes parents ne m'a pas brisé.
Il m'a reconstruite. La fille qui était assise dans ce salon il y a 4 ans, désespérée de l'approbation de son père, elle n'existe plus. À sa place se trouve une femme qui sait exactement ce qu'elle vaut et qui n'a besoin de personne d'autre pour le valider. Certaines nuits, je pense encore à eux. Aux dîners de famille auxquels je n'étais pas invité. Aux photos de Noël sans mon visage. Aux quarts de millions d'euros qu'ils ont dépensés pour ma sœur pendant que je mangeais des nouilles instantanées dans une chambre louée. Ça fait encore mal parfois. Je ne pense pas que ça s'arrête jamais de faire mal complètement. Mais la douleur ne me contrôle plus. J'ai appris quelque chose qui a mis des années à comprendre. Le pardon ne consiste pas à absoudre quelqu'un. Il s'agit de relâcher sa propre emprise sur la douleur. Je n'en suis pas encore là. Pas complètement. Mais j'y travaille. Et pour la première fois de ma vie, j'y travaille pour moi. Pas pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, pas pour maintenir la paix, juste pour moi. 6 mois après la remise des diplômes, mon téléphone a sonné. Papa. J'ai failli laisser sonner. Presque. Allô? Francis. Sa voix semblait différente. Fatigué. Merci d'avoir répondu. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Silence. Alors je le mérite. J'ai attendu. J'ai pensé tous les jours depuis la remise des diplômes, essayant de trouver quoi te dire. Il a fait une pause. Je n'arrive à rien. Alors, dis simplement ce qui est vrai. Une autre longue pause. J'ai eu tort. Pas seulement pour l'argent, pour tout. La façon dont je t'ai traité, les choses que j'ai dites, les années où je n'ai pas appelé, pas demandé, pas sa voix s'est brisée. Je n'ai aucune excuse. J'étais ton père, et je t'ai laissé tomber. Je l'ai écouté respirer à l'autre bout du fil. Je t'entends, ai-je finalement dit. C'est tout. À quoi t'attendais-tu? Je ne sais pas. Je pensais que peut-être. Peut-être que tu me dirais comment réparer ça. Ce n'est pas mon rôle de te dire comment réparer ce que tu as cassé. Plus de silence. Tu as raison. Il semblait plus âgé que je ne l'avais jamais entendu. Tu as absolument raison. Mais, j'ai pris une inspiration. Si tu veux essayer, je suis prête à te laisser faire. Vraiment? Je ne promets rien. Pas de dîner de famille, pas de faire semblant que tout va bien. Mais si tu veux avoir une vraie conversation honnête, sans détour j'écouterai. C'est plus que ce que je mérite. Oui, c'est vrai. Il a ri, un petit son brisé. Tu as toujours été la plus forte, Francis. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Ouais, ai-je dit. Tu l'étais. Nous avons parlé encore quelques minutes. Rien de profond, juste 2 personnes essayant de trouver un terrain d'entente après des années de décombres. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Cela fait 2 ans depuis la remise des diplômes. Je suis toujours à New York, toujours chez Morrison & Associates, bien que j'ai été promu 2 fois. Je commence mon MBA à Columbia cet automne, payé par mon entreprise. L'enfant qui mangeait des nouilles instantanées et dormait 4 heures par nuit, elle me reconnaîtrait à peine maintenant. Mais je ne l'ai pas oubliée. Je la porte avec moi chaque jour. Victoria et moi nous voyons pour un café 1 fois par mois. C'est parfois gênant. Nous apprenons à être sœurs en tant qu'adultes, ce qui est étrange car nous ne l'avons jamais vraiment été en tant qu'enfants, mais elle essaie. Je le vois maintenant. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue, m'a-t-elle dit lors de notre dernier café. Toutes ces années, j'étais tellement concentré sur ce que je recevais. Je n'ai jamais demandé ce que tu ne recevais pas, je sais. Comment fais-tu pour ne pas me détester pour ça? Parce que tu n'as pas créé le système. Tu en as juste profité. Mes parents sont venus me rendre visite le mois dernier. Première fois à New York. C'était inconfortable, guindé. Papa a passé la moitié du temps à s'excuser. Maman a passé l'autre moitié à pleurer. Mais ils sont venus. Ils se sont présentés à ma porte, dans ma ville, dans la vie que j'ai construite sans eux. Cela signifiait quelque chose. Je ne suis pas prête à nous appeler à nouveau une famille. Ce mot porte trop de poids, trop d'histoire. Mais nous sommes quelque chose. En train de travailler sur quelque chose. Le mois dernier, j'ai fait un chèque au fonds de bourse d'études de l'Eastbrook State. 10 000 €, anonyme, pour les étudiants sans soutien financier familial.
Rebecca a pleuré quand je lui ai dit. Frankie, tu changes littéralement la vie de quelqu'un. Quelqu'un a changé la mienne. J'ai pensé à la professeure Smith, au service au café à l'aube, à la nuit où j'ai mis en favori la bourse Whitfield, sans jamais croire que je la gagnerais, au chemin que j'ai parcouru, et à celui que je veux encore parcourir. Si vous regardez cette vidéo et que quelque chose dans mon histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été négligé, sous-estimé ou si l'on vous a dit que vous n'étiez pas assez bien par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus, je veux que vous entendiez ceci, ils avaient tort. Ils ont toujours eu tort. Votre valeur n'est pas déterminée par qui la voit. Ce n'est pas un chiffre sur un chèque, une place à une table ou une place sur une photo. Votre valeur existe, que ce soit reconnu ou non par une seule personne sur cette planète. J'ai passé 18 ans de ma vie à attendre que mes parents me remarquent. J'en ai passé 4 de plus à prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Et vous savez ce que j'ai finalement appris? L'approbation que je cherchais n'allait jamais combler le vide en moi. Seul moi pouvais le faire. Certains d'entre vous sont en rupture avec leur famille. Certains se battent encore pour des miettes d'attention. Certains commencent tout juste à réaliser que l'amour qu'ils reçoivent n'est pas l'amour qu'ils méritent. Où que vous en soyez dans ce parcours, je veux que vous sachiez qu'il est normal de vous protéger. Il est normal de poser des limites. Il est normal de décider que vous comptez plus que de maintenir la paix. Et il est normal de pardonner, mais seulement quand vous êtes prêt, pas un instant avant. Vous n'avez pas besoin de vos parents, de vos frères et sœurs ou de qui que ce soit d'autre pour confirmer ce que vous savez déjà. Vous êtes assez. Vous l'avez toujours été. Regardez-vous dans le miroir et dites-le à voix haute, je suis assez. C'est la première étape. Le reste, c'est à vous de jouer. Mais je crois en vous. Parce que si une fille qu'on a qualifiée de non rentable peut se tenir sur une scène devant 3000 personnes en tant que boursière Whitfield, vous pouvez tout faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laissez un commentaire. Quelle partie a le plus résonné en vous? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Il y a d'autres histoires de drames familiaux qui vous attendent dans la description ci-dessous.